Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire, à commencer par mon premier roman, Tant pis pour le thé. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière, et au passage, je vous raconte mes aventures de jeune autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu plus long que d'habitude, vous allez le voir parce qu'il est spécial à plusieurs égards. Alors tout d'abord, je fête les 4 ans du podcast ce mois-ci, puisque je l'ai lancé en novembre 2021. Et à l'époque, j'étais loin de me douter que je mettrais encore 4 ans avant de sortir mon premier roman. Et c'est d'ailleurs de cette sortie que je vais vous parler en première partie d'épisode, puisque Tant pis pour le thé est officiellement paru le 24 septembre dernier. Donc voilà, je vais vous raconter un peu ce que ça m'a fait de... je vais utiliser une métaphore très très courante dans le monde de l'édition, mais d'accoucher un peu de ce bébé qui est en gestation depuis 8 ans quand même. Ensuite, je vous propose une interview avec la pétillante Sabine Stam, autrice de romans jeunesse dont je viens de faire la très chouette rencontre. On y parle de son processus d'écriture et en particulier de la joie qu'elle y trouve. Et moi, ça m'a vraiment donné un coup de boost très bienvenu. Vous verrez, je le dis dans l'interview, comme en ce moment j'ai un peu un coup de mou, et ça m'a fait du bien de parler avec Sabine qui a, vous allez le voir, beaucoup d'énergie. Mais avant de passer à l'interview, du coup, je vous raconte un petit peu cette fameuse sortie. Le dernier épisode date déjà d'il y a 3 mois puisqu'il est sorti fin août. Et j'étais en pleine préparation pour la sortie officielle de mon premier roman, donc qui sortait le 24 septembre. Voilà, je vous disais, à la fin du podcast, je me souviens, je vous disais, voilà, normalement, on se reparle dans un mois si d'ici là, j'ai pas fondu. Alors, devinez ce qui s'est passé ? J'ai fondu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, en 3 mois, alors que j'adore, en plus, enregistrer et publier des podcasts, j'ai pas réussi à trouver le temps de le faire et l'énergie ? C'est parce qu'en fait, mon premier roman, Tant pis pour le thé, est sorti. Alors, je vais pas refaire tout l'historique en détail parce que si vous suivez le podcast, vous savez un peu comment ça s'est déroulé. Mais en gros, mon premier roman est sorti cette année en 2 temps. C'est un peu ça qui est particulier. C'est qu'au printemps, j'ai fait une campagne de financement participatif sur Ulule en avril et mai qui a réuni une centaine de personnes et qui a permis en fait de faire des précommandes du roman et donc de sortir un petit peu en pré-vente, en avant-première le roman et qui m'a permis en fait de récolter les fonds afin de faire le premier tirage, puis aussi de rembourser la correction, l'illustration, etc. Et tout ça dans le but de faire une vraie sortie du roman à l'automne, c'est-à-dire le 24 septembre dernier. Et donc, mon idée quand j'ai fait cette sortie en 2 temps, c'était que j'allais avoir tout l'été pour préparer une sortie un petit peu tambours et trompettes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la campagne Ulule, qui s'est super bien passée, qui s'est passée bien au-delà de toutes mes espérances, j'ai récolté 5 fois, je crois, l'objectif initial. En fait, cette campagne Ulule, je me suis pas rendu compte que j'avais tout donné dedans en termes de communication. Et en fait, quand t'es arrivé, quand pendant l'été, il a fallu que je prépare la sortie, mais en fait, j'étais épuisée mentalement sur la partie com. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais déjà énormément parlé de mon livre autour de moi. Et d'ailleurs, j'avais réussi à, par rapport à la petite taille de ma communauté, à mobiliser beaucoup de gens autour de ce livre. Et puis, je commençais déjà à avoir plein de retours de lecture, des gens qui le lisaient, des super commentaires. Et donc, en fait, c'était dur pour moi de me remettre dans l'énergie de refaire une deuxième sortie. Et en plus, j'ai rencontré pas mal de problèmes techniques parce que comme c'est un livre que je sors en auto-édition, je tenais absolument à pouvoir le vendre en direct, notamment sur mon site. Je voulais pas être dépendante de plateformes telles qu'Amazon, par exemple, qui est une des principales plateformes qu'on utilise pour l'auto-édition. Moi, je voulais vraiment que mon livre soit disponible partout, qu'on puisse le commander en librairie. Donc pour ça, il a fallu que je me référence sur une base de données qui s'appelle Electre. Et en fait, tous ces aspects techniques, administratifs m'ont pris une telle énergie et c'était des choses que je faisais pour la première fois, que je maîtrisais pas. J'ai fait plein de bêtises, j'ai eu plein de problèmes techniques. Et en fait, comme j'ai passé tout l'été à faire ça, j'ai pas réussi à préparer en termes de com ma sortie comme je l'aurais voulu. Et du coup, j'étais un petit peu déçue de moi-même. Par exemple, j'aurais voulu prendre le temps de contacter des chroniqueuses et je l'ai pas fait pour leur proposer de chroniquer le roman. J'aurais voulu être invitée sur des podcasts pour des interviews et j'ai pas pris le temps de contacter des podcasts. Et en fait, je suis très partagée par rapport à cette sortie
parce qu'à la fois, je suis déçue d'avoir pas réussi à faire ces choses en termes de com. En même temps, je suis très contente d'avoir surmonté toutes les difficultés techniques que j'ai rencontrées, puisque le livre est bel et bien disponible à la commande dans toutes les librairies, sur mon site, etc. Et sur des plateformes en ligne, voilà, telles qu'Amazon, Kobo et autres, et la Fnac. Et en fait, voilà, je me rends compte, j'ai mis longtemps à accepter que je savais pas. En fait, les gens me demandent régulièrement, très gentiment: «Alors Marion, ta sortie, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un succès?» Et en fait, je sais pas quoi répondre parce que mon problème, en fait, avec cette sortie, c'est que je savais pas quels étaient mes objectifs. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, combien j'allais en vendre et donc c'est un succès au sens où j'ai réussi à sortir le livre et très concrètement, il est disponible. Donc ça, c'est un succès. Et c'est pas un succès au sens où j'aurais voulu faire plus de com autour et j'ai l'impression d'avoir pas encore réussi à toucher un cercle, plus large qui sorte de ma communauté, en fait. Quand je dis ma communauté, vous qui écoutez le podcast, je considère que ça fait partie, voilà, de vous me connaissez, vous savez qui je suis, quoi, au moins un petit peu. Donc voilà, je suis assez partagée sur cette sortie. Alors très concrètement pour, vous dire comment ça s'est passé, donc j'ai fait une espèce de promo de lancement qui a duré 10 jours, donc entre le 24 septembre et du coup le 3 octobre, quelque chose comme ça, je sais plus et donc voilà, à cette occasion, j'ai quand même fait un petit peu de com et cetera. J'ai aussi fait une rencontre en librairie à Grenoble où j'habite, qui s'est super bien passée. Ça, j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'était très rassurant parce que j'étais très j'avais un trac énorme, dans les 24 heures qui ont précédé. Vraiment, je me liquéfiais et en fait, sur le moment, j'ai vraiment passé un bon moment. C'était très chouette. J'ai adoré répondre aux questions des gens. J'ai adoré parler du processus de création du livre. J'ai adoré lire des passages et du coup, ça m'a rassurée. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit qu'à l'avenir, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus. Donc voilà, ça, par exemple, on pourrait dire que c'était un succès au sens où j'ai réussi à prendre du plaisir. Et sinon, pour être tout à fait, concrète, je peux faire des estimations de combien de livres j'ai vendus. C'est un petit peu compliqué à estimer parce que, bah, voilà, je le vends sur plein de plateformes différentes et en plus, il est en dépôt-vente actuellement à 3 endroits. Une librairie à Grenoble qui s'appelle La Caverne, donc c'est là où on avait fait la rencontre. Le Jardin du Thé, qui est, un salon de thé et boutique de thé à Grenoble, que j'adore et à la Poterie du Fer Rouge, qui est la poterie, de mon papa dans la Drôme, dans le village où j'ai grandi. Et donc, bah, voilà, je sais pas exactement combien d'exemplaires ont été vendus à ces 3 endroits-là où je fais du dépôt-vente. Mais en gros, j'estime, pendant la campagne Ulule, j'ai vendu 113 livres. Donc ça, la campagne Ulule, c'était la campagne de prévente au printemps. Et depuis, en sortie officielle, hors campagne, hors prévente, j'ai vendu un peu plus de 50 exemplaires. Mais voilà, je sais pas exactement, combien. Et parmi tout ça, donc au total, ça fait un peu plus de 160 exemplaires, dont une très grande majorité de livres papier. Les e-books, j'en ai vendu entre 25 et 30. Voilà. Je peux pas être beaucoup plus précise que ça. Et donc, grâce à la campagne Ulule, imprimé un stock, un premier tirage, et il me reste un peu plus de 200 exemplaires de ce stock-là. Voilà où on en est à peu près en termes très concrets. Et alors, du coup, ben, tout le monde me dit bon, bah, comment ça se passe pour la suite et c'est vrai que, ben, comme je suis auto-éditée, c'est à moi de faire la promotion de mon roman. Il n'y a aucune maison d'édition qui va le faire à ma place. Et puis, il paraît que même quand on est en maison d'édition, il faut quand même faire ce travail de promotion-là. Et donc là, j'ai 2 événements de prévus. Le 29 novembre, donc dans pas longtemps du tout. Le samedi 29 novembre, à Cliouscla, donc dans la Drôme, on fait une rencontre, une après-midi littéraire à la Poterie du Fer Rouge. Donc d'abord un atelier d'écriture. Donc si vous êtes dans le coin, venez, c'est gratuit. Un atelier d'écriture à 15 heures et puis à 17 heures, une lecture, rencontre. Puis voilà, il y aura du thé, il y aura des petits gâteaux. L'idée, c'est de fêter la sortie du roman dans mon village, en fait, là où j'ai grandi. Voilà, donc ça devrait être très chouette. Et puis le dimanche 7 décembre, à Saint-Maurice-en-Trièves, donc c'est dans le Trièves, c'est en Isère, au sud de Grenoble, je serai présente aux rencontres du Joku. Il y a un petit marché de créateurs, donc c'est le 7 décembre après-midi. Je serai présente avec une collègue écrivaine de Grenoble que j'ai rencontrée justement quand je faisais ma lecture à la librairie La Caverne et qui m'a proposé qu'on fasse ce petit salon ensemble, petit salon de créateurs. Ça me fait super plaisir de faire ça avec une comparse. Et en gros, là, j'espère me diriger un petit peu quand même vers un automne et surtout un hiver, hein, parce qu'on est déjà, à l'heure où j'enregistre cette intro, il neige à gros flocons derrière ma fenêtre. J'aimerais quand même me recentrer sur l'écriture. Donc je pense que je vais pas faire beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de marketing, de com, etc. Je sens que j'ai
je ressens le besoin, après avoir passé quasiment 1 an à parler tout le temps de mon livre à tout le monde. En fait, à la base, moi, je suis quand même quelqu'un d'introverti et là, je ressens un besoin de me cacher dans une grotte et aussi de retrouver, l'écriture. Du coup, voilà, je me réachemine tout doucement, vers, l'écriture de mon deuxième roman qui est déjà bien, bien avancé, hein. Voilà, je suis en train de finaliser, la deuxième version déjà, je suis déjà sur le deuxième jet. Voilà, et j'essaye de pas me mettre la pression parce que je me suis, en fait, beaucoup mis la pression cette année, je me rends compte. La campagne Ulule, c'était voilà, c'était beaucoup de pression, la sortie, c'était beaucoup de pression. Donc là, j'essaye d'y aller tranquille et mon principal objectif finalement, pour les mois à venir, c'est d'aller chercher la joie de l'écriture, le plaisir, de la tranquillité, de la douceur. Voilà, c'est un petit peu le la coloration que je propose, pour les prochains mois. Alors sur ces bonnes paroles, je vous propose maintenant de passer à l'interview avec Sabine Stam, qui est donc autrice de 7 romans jeunesse, et on va parler notamment de son dernier en date qui s'appelle La victoire à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Sabine et bienvenue sur la page sensible. Merci d'être là ce soir. Avec plaisir. Du coup, ma première question, ce serait comment tout a commencé pour toi? Parce que donc tu as déjà 7 romans de parus, donc j'imagine que c'est un long cheminement. Et si on revient un Mmh. petit peu à la jeunesse de tout ça, comment t'en es arrivée à tes premières publications? C'est parti d'où? Alors je dirais qu'il faut remonter très, très loin puisque, longtemps en fait avant de publier, en fait, depuis, je ça peut paraître un peu, fou de dire ça, mais en fait, j'ai toujours rêvé, d'écrire un livre. Pas forcément de le publier, mais d'écrire un livre et en fait dès, le collège en fait, Mmh. donc il y a vraiment très longtemps. Je vais bientôt fêter mes 40 ans et en fait j'avais une professeure de français, que j'ai eu la même professeure de français pendant mes 4 années de collège et elle avait, la particularité en fait de lire quand on faisait des dissertations, ceux qu'elle préférait devant toute la classe et en fait, bah, moi j'aimais qu'elle, lise ceux que je produisais. Enfin, c'était un peu genre, c'était une récompense et puis c'était un petit peu, comment dire? C'était de se dire: «Bah, ce que j'ai écrit, ça va être, entendu par d'autres personnes. Ça va pas juste être, moi et la prof ou moi et mes parents, parce que peut-être que je leur ai fait lire et tout». Et en fait, je pense que d'une certaine façon, elle a mis une petite graine en fait, en Mmh. moi, la petite graine de, l'envie d'écrire et donc pendant, toute, je veux dire mon adolescence et le début de l'âge adulte, j'ai écrit des choses qui clairement ne sont pas publiables aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a Mmh. pas, c'était des fois, c'était un chapitre, 2 chapitres. Après, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui malheureusement il est plus là, mais qui était très, qui aimait lire ce que j'écrivais, même si forcément enfin des fois il comprenait pas forcément, parce que des fois je partais sur des trucs un peu genre de science-fiction, du Ouais. chronique, donc des fois il comprenait pas forcément, mais il avait envie de lire et d'ailleurs s'il y a bien une personne, dont j'aimerais, mais ce n'est pas possible, mais qui puisse lire mes livres, ce serait lui Ouais, bah, oui. et donc du coup, disons que cette petite graine, elle a pu, elle a pas germé à ce moment-là, mais elle était, tu vois, elle était encore sous la terre, voilà, pas prête encore à sortir j'ai eu la chance en fait qu'il soit, je dirais à l'écoute de cette envie, Mmh. d'autant plus que j'ai fait un bac littéraire, avec option histoire de l'art et que lui, en fait, il rêvait d'avoir une fille matheuse, hein. C'était son rêve. Malheureusement, il n'y en a aucune des 2 qui a suivi cette voie et ça a été, je pense, un petit peu dur pour lui parce on est toutes les 2 pas du tout douées, en mathématiques. Lui, il était ingénieur mais il a accepté en fait comment dire? Ce postulat quoi. Il a compris assez vite quand on lui a dit: «Bah non en fait, c'est pas ça qu'on aime». Il a dit: «OK» et il a accepté, mais il a accepté dans le positif, en vraiment en suivant nos désirs. Enfin, en tout cas, Mmh. moi, c'est l'impression que j'ai eue, en suivant nos désirs, en les écoutant, sans nous forcer et donc la petite graine, là, voilà, elle a pas germé, elle a commencé à germer plus tard quand vraiment j'étais adulte, mais l'envie remonte à très, très loin. Mais c'était vraiment l'envie d'écrire. Il y avait pas du tout l'idée, enfin, je pense pas que j'avais l'idée que réalistement je puisse être un jour publiée, quoi. Mais c'est plus tard, donc en fait, mon premier livre, il a été publié en 2016. Donc Mmh. en fait, il a été publié, en octobre 2016 et moi, j'ai donc un garçon qui est né au mois de septembre, donc vraiment un mois avant. Ah oui. Je pense que ce n'est pas anodin, en fait, que mon premier livre, il Mmh. soit arrivé à ce moment-là. Après, c'est la date de publication, ça veut dire qu'il a été écrit en amont et que
tout le travail de réécriture, de correction, d'édition, tout ça, ça a été fait en amont, mais ils sont arrivés, presque au même moment, en fait. Gros changement, C'est 2 gros changements dans ta vie. Oui, 2 gros changements dans ma vie. Après mon premier livre, donc en fait, il est, très lié donc à l'endroit où je travaille encore aujourd'hui, qui est un musée, un extraordinaire musée, à Paris qui s'appelle le Musée des Arts et Métiers. Et Mmh. mon premier roman, c'était, sur, un objet du musée parce qu'en fait, dans ce musée, on a des inventions, des objets de sciences et techniques. On a des machines qui peuvent être vraiment fascinantes et moi, il y avait une machine, dont je parlais très souvent et en fait, j'ai une amie qui m'a dit: «Mais pourquoi tu écrirais pas sur cette machine, quoi?» J'avais déjà, comment dire? Écrit des choses, mais encore une fois, qui étaient pas du tout, même aujourd'hui en les relisant, je me dis: «C'est pas publiable». Et Mmh. elle me dit: «Mais tu en parles tellement quand de cet objet», donc c'était un automate qui appartenait à Marie-Antoinette. «Quand tu en parles, tu as des étoiles dans les yeux, tu nous racontes plein de choses, donc en fait, pourquoi tu essayes pas d'écrire là-dessus?» Et j'ai essayé et c'est donc, devenu mon premier livre. Mais voilà, disons que le premier, il a vraiment été, lié aussi à cet endroit où je travaille, que j'aime vraiment, toujours autant après 15 ans. C'était Il y a le cadeau de Marie-Antoinette, c'est ça? Oui, c'est ça, un mystérieux cadeau pour Ah voilà, Marie-Antoinette. un mystérieux cadeau Voilà. pour Marie-Antoinette. Donc je dirais que donc il a été publié en 2016, mais en fait, je pense que en fait, j'ai dû l'écrire, je pense, en 2014 et en fait, je m'étais, un peu fixé un objectif, en disant, j'avais dit au père de mon fils, je lui avais dit: «Bah, en fait, à la fin de l'année, je vais envoyer, le manuscrit à des maisons d'édition». Juste pour moi, en fait, pour me dire, comment dire? Je suis allée au bout de mon projet Mmh. et voilà, me dire: «Bah, j'ai envoyé un manuscrit», ce que j'avais jamais fait. C'est quand même une étape, hein, d'envoyer un manuscrit. On se lance dans l'inconnu, quoi, c'est un saut dans l'inconnu, surtout pour le premier, quoi. Et donc en fait, juste, je voulais, me dire: «Il y a des gens du métier qui vont lire ce que j'ai écrit et peut-être qu'ils vont me faire des retours, pour que je puisse améliorer» et voilà, j'ai eu la chance, en fait, une éditrice, me réponde et C'est après génial. du coup, ça a pu, se faire. Mais au départ, c'était vraiment juste l'idée de, bah, mets-toi un objectif, tu vas le remplir et comme ça, en fait, ça va être un projet que tu vas mener jusqu'au bout. Tu vois? De se dire: «Bah, c'est pas juste quelque chose que je vais garder dans genre ma liste de rêves, bah, je vais essayer de faire en sorte que ça soit possible et on verra après, quoi». Et du coup, quand tu as fait ça, donc je comprends totalement, hein, cette envie, de concrétiser et cetera. Comment tu t'y es prise, en fait? Et ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu, c'est quoi ton process pour l'écriture? Et Mmh. j'imagine que ça a dû beaucoup évoluer entre, le premier, le deuxième, le troisième et jusqu'au septième aujourd'hui. Oui. Ma question, c'est, à quoi ressemble ton process et comment il a évolué du coup, depuis le premier livre? Alors du coup, c'est une question très intéressante parce que, là, il y a quelques jours, j'avais, un rendez-vous avec, une autre éditrice, voilà, avec qui je travaille aussi et je dirais déjà que là, maintenant, à l'heure actuelle, en 2025, j'ai plusieurs process d'écriture qui dépendent de la personne avec qui je travaille. On pourra revenir là-dessus. Au Mmh. tout départ, c'était vraiment, les premiers romans, c'était vraiment j'écris et j'envoie à une maison d'édition et j'attends les retours. C'était ça, c'était vraiment j'écris simplement, enfin, j'ai une idée, je fais des recherches parce que la plupart de mes romans, c'est des romans, basés sur des faits historiques, donc beaucoup, beaucoup de recherches et en parallèle des recherches, on va dire, il va y avoir une sorte de dossier de recherche et un dossier, plus d'écriture. Voilà, donc c'est deux parties et en fait, donc là, pour l'instant, j'ai travaillé avec une seule maison d'édition mais là, ça fait un livre et bientôt un deuxième livre que j'écris avec une deuxième maison d'édition, c'est en parallèle OK. et là, c'est un nouveau, processus que j'avais jamais, comment dire? J'avais pas été confrontée à ça. Donc là, la nouvelle maison d'édition, elle m'a demandé, en fait, de faire, un synopsis. Le synopsis, c'est tu nous présentes, ton roman. Donc en fait, à la base, on m'avait demandé même 2 synopsis pour 2 projets différents. Finalement, ils en ont choisi un des 2. Mais donc le synopsis, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Qui sont les personnages? À quel moment ça se passe? Grosso modo, les grandes lignes, on va dire, Mmh. voilà, les grandes lignes du roman. Après le synopsis, il y a eu la version, qu'est-ce qui va se passer dans chaque chapitre? C'est une nouvelle façon de travailler pour moi, puisque jusqu'à présent, j'avais pas du tout travaillé comme ça C'est-à-dire que tu et faisais pas de plan? Tu écrivais, non, je faisais pas très du tout de spontanément? plan. Je OK. faisais, spontanément. D'ailleurs, là, quand j'ai discuté, du coup, elle s'appelle Hélène, c'est ma nouvelle, éditrice. Voilà, on travaille ensemble depuis quelques jours et elle m'a dit: «Mais il y a des auteurs, voilà, ils veulent pas du tout nous faire de chapitrage.
Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai dit: «Bah, là, avec vous, si c'est comme ça, moi, ça me va, quoi. Je tente une nouvelle, façon de faire», que j'ai déjà fait sur un autre roman qui est pas encore publié. Donc c'est la deuxième fois, on va dire, la deuxième fois que je fais synopsis et chapitrage. Et avant ces 2 romans-là, ouais, c'était, bah, je prends le crayon, puis j'écris, 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 juste, voilà, et les idées arrivent, quoi, on va dire, Oui. Et c'est tu au disais en parallèle, tu faisais des recherches, donc j'imagine que tes recherches venaient nourrir, ce que tu écrivais, quoi? Oui, Sur, exactement. Oui, oui. d'accord. Et ah bah tiens, j'ai lu ça, je me dis: «Tiens, ça pourrait être, faire office je sais pas, ça pourrait arriver dans un nouveau chapitre». Et je dirais aussi que maintenant, donc mon fils, il a 9 ans, et j'ai aussi une nouvelle façon de travailler depuis, je vais dire, 2-3 romans. C'est que en fait, je le fais participer à l'écriture. C'est-à-dire que OK. donc il y a un roman, qui est paru, il me semble qu'il est paru l'année dernière, et qui s'appelle, L'obélisque de Ramsès II, je crois que c'est ça le titre. Et en fait, je lui ai demandé, j'avais déjà écrit, la quasi-totalité du roman, mais ça me manquait un petit peu de péripéties, on va dire. Et du coup, je lui ai dit: «Bah, voilà, je voudrais, un chapitre où il se passe, quelque chose». J'ai 2 idées, voilà. Donc il y avait la première idée, c'était avec un crocodile, puisque ça se passe, à Luxor et en Égypte. Voilà, avec le Nil, tout ça, un crocodile. Ou j'ai dit, pas un chameau, et puis le chameau, il s'emballe et tout ça. Et je lui ai dit: «Bah, qu'est-ce que toi, comme tu es à peu près sur la tranche d'âge du lecteur que je vise, qu'est-ce qui tu penses qui te plairait?» Voilà. Donc là, pour ce roman-là, il a participé, disons, en me donnant quelques idées. Il Mmh. s'est beaucoup, beaucoup plus impliqué sur les romans là, sur, la course automobile, notamment le dernier là, celui qui sort, là, au mois de novembre, où il m'a, trouvé des noms d'écuries, parce que c'était pas possible de faire piloter les pilotes dans des vraies écuries pour des raisons de droit. OK. Donc il a fallu créer des fausses écuries avec des faux sponsors, dire les couleurs de chaque écurie, quel numéro les pilotes ils vont avoir. Donc là, je l'ai beaucoup plus impliqué, mais aussi on pourra revenir sur ces 2 romans-là qui sont vraiment à la base, le premier, c'est un livre que j'ai écrit pour lui et qui n'avait aucune vocation à être publié. C'était vraiment un OK. cadeau juste pour lui faire plaisir. Et Waouh. c'est grâce à lui, vraiment je mesure les mots, c'est grâce à lui que le livre, a été publié. Depuis, disons que je lui demande un petit peu son avis. Je lui dis, de quoi va parler le livre, et je lui dis: «Bah, tiens, tu penses qu'il pourrait se passer ça, ça, qu'est-ce que tu en penses?» D'accord, et tu disais tout à l'heure que ton fils était donc dans la tranche d'âge visée, et c'est vrai Mmh. que j'ai pas pensé à te demander au début, mais tous tes romans, ils visent, tous la même tranche d'âge? Non, pas du tout. Justement, donc les 2 romans là qui sont sur le monde de la course automobile, donc c'est une saga en fait, Mmh. je dis une saga parce qu'à la base c'était censé être une trilogie, et ça va certainement pas être juste une trilogie. Et du coup là, c'est public plus adolescent. D'accord. Mais c'est pas le thème de la course automobile, hein, qui fait que c'est un public adolescent, c'est les thèmes qui sont abordés. En tout cas, dans le premier tome, il y a des thèmes qui sont abordés qui sont quand même un peu durs pour Mmh. un public, pour le public que j'ai habituellement, qui est plutôt un public, 9-10, voilà. Après les autres romans, j'ai eu des retours de lecteurs de CM1, CM2, 6e. Après, il y a un roman en particulier dont on pourra peut-être un peu plus parler, qui est sur, les attentats du World Trade Center, où là, on pourrait croire que c'est pas un roman pour enfants, mais en fait, il a été lu par des enfants. Il a même reçu un prix, décerné par des enfants. Du coup, malgré le thème, voilà, qui est quand même, une attaque terroriste, c'est vraiment un roman pour enfants. Mais après, j'ai des adultes qui lisent mes romans et qui me disent qu'ils aiment bien. Tant mieux, tant mieux. C'est pas forcément toujours, facile en fait comment dire? De donner une tranche d'âge, aussi parce que ça va dépendre comment dire? De si l'enfant il est très lecteur, pas lecteur. Mmh. C'est toujours un peu compliqué. Des fois, je fais des salons, pour faire des dédicaces, et les gens me disent: «C'est pour quel âge?» Je dis: «Bah, moi, mon fils, voilà, il l'a lu. Est-ce que c'est, vous, si votre enfant il adore lire, bah, peut-être qu'il va trouver que c'est trop court, ou à l'inverse, peut-être qu'un lecteur qui aime moins lire, il va dire, «Ah bah, les chapitres sont trop longs», quoi. C'est pas Mmh. toujours facile de cerner, quoi. Oui, et c'est vraiment une question que je me posais justement parce que, bah, moi, je connais assez mal la littérature jeunesse finalement, et je me demande toujours, bah, comment on fait quand on écrit pour la jeunesse pour savoir comment, parce que finalement, moi, je suis mon propre public cible quand j'écris, donc
j'ai une mesure facile, c'est je me dis: «Bah, est-ce que moi ça me convient? Est-ce que c'est le genre Mmh. de format qui me convient?» Et du coup, c'est vrai que quand tu écris pour la jeunesse, bah, du coup, comment tu arrives à te ouais, à te projeter sur, les besoins et les envies et ce qui fait kiffer aussi, les enfants, quoi? C'est une excellente question, à laquelle ça va être très, très difficile de répondre. Donc après, moi, je travaille au quotidien avec les enfants puisque c'est mon métier, c'est d'être Ah, ça guide, joue. de musée. Donc disons qu'au quotidien, je suis avec des enfants. Je suis aussi, j'ai l'impression, si mes amis écoutent, ils vont me dire oui, très présente et très, très, très fusionnelle avec mon fils. OK. Donc je fais beaucoup, beaucoup de choses avec lui. Donc j'ai l'impression que la première chose, ça serait d'essayer d'être en contact, pas forcément par, le métier, mais d'écouter, en fait, les enfants, de voir, voilà, qu'est-ce qui leur plaît, tiens, c'est quoi qu'ils aiment, comment, en tout cas, ils aiment, qu'on les considère. Pas les considérer trop, bébés, c'est pas grave, en fait, des fois, s'il y a des choses, difficiles. Je vois, par exemple, comme moi, je lis aussi, mes livres à mon fils. Il entend des échos de la partie où on travaille, mais après, là, par exemple, en ce moment, on lit, littéralement, on lit le soir le livre que j'ai écrit et des fois, je m'arrête parce qu'il me dit: «Ah là, ce mot-là, j'ai pas forcément compris, est-ce que tu peux m'expliquer?» OK. Mais moi, au moment de l'écriture, je me suis pas, comment dire, dit: «Ouh là là, je vais mettre un mot plus facile», parce qu'en fait, je me dis: «Bah, c'est aussi le rôle des livres aujourd'hui, bah, de faire découvrir des mots, faire découvrir des notions, aux enfants». C'est un futur adulte et puis, bah, il y a peut-être des choses qu'il va découvrir à travers la lecture et qu'il faut pas comment dire? Se censurer, quoi. Mais après, je pense que j'ai pas la bonne réponse, hein. C'est une réponse, mais il C'est y en c'est a ta c'est ta réponse à toi, en tout oui. cas. Qu'est-ce qui, toi, va t'apporter le plus de joie dans le processus d'écriture, de publication? Est-ce que ça va être la toute première idée ou est-ce que ça va être, au contraire, peaufiner, le texte à la fin quand tu déplaces deux trois virgules? J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont répondu «oui» à cette partie-là. Ah! Bah, Peaufiner le texte parce alors que moi je suis dans cette catégorie-là. ah J'adore, oui, pinailler, sur les pas petits du tout, détails. alors moi, donc j'éprouve beaucoup, beaucoup de plaisir sur, l'écriture. C'est presque, je pense, une forme d'addiction parce qu'il y a des gens qui me disent: «Mais là, arrête, fais une pause, quoi». Et je dis: «Non, non, mais là, je fais pas une pause. Moi, je me lève le matin en pensant à ça, je me couche le soir en pensant à ça. C'est un plaisir, quoi. C'est quelque chose que je prends plaisir à écrire, hein. Là, hier, je suis allée faire, de la piscine, je suis allée nager. Je nageais en pensant au personnage du livre où là, je suis en train de travailler, quoi. Mmh. Voilà, alors que ça n'avait rien à voir. Il fait pas du tout de la natation, absolument pas du tout, mais voilà. Donc je prends énormément de plaisir sur l'écriture, sur, les recherches, puisque je te disais quand ça concerne une période historique, il y a beaucoup de recherches. Là, sur le monde de la course automobile, il y avait aussi beaucoup de recherches, parce que de base, c'était pas du tout un monde que je connaissais, enfin, en tout cas, pas Mmh. plus que ça. Après, j'aime bien la partie correction dans l'échange que j'ai. En fait, j'ai la chance de travailler avec, un correcteur qui s'appelle Philippe. Peut-être qu'il écoutera ce podcast, sinon et avec les années, j'apprécie de plus en plus, de travailler avec lui et il y a pu avoir des moments où c'était des fois je comprenais pas toujours ses remarques et tout ça, mais maintenant, je me rends compte, en fait, que la partie de la correction, ça tire le texte, en fait, vers Mmh. le haut. Je tiens aussi à dire que j'ai la chance de travailler aussi avec une autre personne qui s'appelle Jacqueline, qui est un peu la marraine qui veille sur mes livres Mmh. depuis le début. Voilà, c'est une autre correctrice. OK. Voilà, il faut que je cite, les personnes parce que elles sont très importantes dans le processus d'écriture et donc en fait, le processus de correction, je l'apprécie quand c'est pour, améliorer le texte. Voilà. Peut-être développer des idées ou, il y a évidemment des fois, l'autre jour, il m'a dit, «Ce mot-là, mais tu le dis je sais pas combien de fois», et c'est vrai que je me suis dit: «Oui, oui, il a raison», Oui, mais ça parle de voiture, je suis obligée de dire voiture. Ouais, non, mais en plus, c'était même pas ça, mais donc il y a dans le processus de correction, il y a des petits moments où c'est de la correction, on va dire, éviter, de répéter le même mot, les synonymes, mais ce que j'aime dans le processus de correction, c'est améliorer, le livre, le tirer, Mmh. vers le haut. Avec Philippe, j'ai travaillé donc sur le livre sur le World Trade Center. En fait, le héros, il est aveugle et moi, j'avais écrit en voyante.
Mmh. J'avais, décrit des choses. Il m'a dit de façon très pertinente, il m'a dit: «Ça, tu ne peux pas l'écrire, en fait, ton personnage est aveugle. Tu ne peux pas décrire, les tours du World Trade Center parce que ton personnage c'était un roman, en plus vraiment à la première personne, il est aveugle, donc il ne les voit pas et en fait, ça a changé, l'écriture parce que j'ai dit: «Mais oui, c'est pourquoi en fait, je m'en suis pas pourquoi j'en ai pas pris conscience avant qu'ils me le disent et tout?» Donc là, c'est encore la partie que j'aime. Et puis après, on passe à là, donc la partie, par exemple, là, le livre, il sort en novembre, la partie qu'on a fait en septembre et en octobre. Relire pour chercher les coquilles. C'est le moment où vraiment, littéralement, au bout d'un moment, je ne supporte plus le texte, je peux plus le voir, quoi. C'est vraiment le moment, j'en ai marre, ça me Ouais, saoule. je comprends. Heu et ce qui est horrible, c'est que là, le livre, je l'ai entre les mains, donc il est publié, il est imprimé et j'ai vu encore des coquilles, en fait. Mais ça, je crois que c'est il y en aura toujours, hein, on le sait. Ouais, mais c'est et en fait, des trucs où je me dis: «Mais je l'ai lu, mais je sais pas 10 fois, là, le texte», Mmh. et en fait, où c'était une lecture où vraiment c'était genre, je cherchais, est-ce que les points, ils étaient bien? Est-ce que la virgule? Est-ce que ce mot-là, ça a vraiment c'est ce mot-là que je veux dire et tout et du coup, j'ai laissé passer des coquilles, il y en a un personnage qui prend dans les bras un autre personnage et les 2 ils se détestent, quoi. Alors que Mmh. j'étais là, mais en fait, là, quand je l'ai relu, vraiment en mode lectrice à mon fils, Mmh. je me suis arrêtée. J'ai dit: «Mais c'est pas possible ça, pourquoi je l'ai laissé, quoi?» Et Ah il me oui, dit: donc «Mais quand tu dis coquille, c'est pas juste, il y a un S en trop ou en moins, c'est aussi des choses, des actions des personnages même? Ouais. oui». Mmh. Mais du coup, lui, il m'a dit: «Mais arrête, arrête là de t'arrêter parce que, machin, continue la C'est trop lecture, moi je veux tard! pas que tu t'arrêtes et tout», voilà, donc c'était rigolo parce qu'il me disait: «Mais continue, continue». Alors que moi, je prenais le stabilo et je stabilotais en me disant: «Faut absolument qu'après je fasse un mail pour dire à la prochaine édition, il faudra changer ça et ça». Aïe, aïe, aïe. Eh oui, ça Oui, s'arrête jamais. mais il y a toujours en tout cas, il y a un moment où j'arrive au, je peux plus les voir. Mmh. Voilà, il faut qu'ils vivent leur vie. Ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même assez courant, enfin, j'entends beaucoup ça. Ce qui est fou, c'est que du coup, là, pour la saga automobile, bah, j'étais déjà en train d'écrire le 2 alors que le un n'était pas publié et donc j'ai eu l'effet, que c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai l'impression de vivre au quotidien avec les personnages et Mmh. de ne pas du tout les avoir laissés partir vivre leur vie. Eux, là, vraiment, ils font partie de la famille presque. Et en plus, c'est pas fini, si tu vas encore en écrire d'autres derrière. Du coup, justement, j'avais envie de te demander, donc c'est marrant parce que quand je préparais, l'interview, je regardais ta bibliographie et je disais: «Ah tiens, c'est super, il y a des thématiques historiques et tout». Puis je voyais ces 2 livres sur la course automobile et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, moi ça me serait pas venu à l'idée de faire un livre sur la course automobile. Je vais lui demander d'où ça a bien pu venir cette idée. Est-ce que c'est une passion?» Et donc tout à l'heure, tu as un peu dit: Alors, non, c'est pas forcément, quelque chose auquel je m'y connais». Donc comment vous êtes partis sur la course automobile, tous les 2? Alors ce n'est pas ma passion, mais je pense que là, on peut dire que ça l'est devenu. Mmh. Donc à la base, donc j'ai un fils il est cyclique sur plein de trucs, mais il y a eu une période où donc il aimait beaucoup un film qui s'appelle Turbo l'escargot, qui parle de course automobile, mais qui parle plus de course d'endurance, Turbo l'escargot et je sais pas pourquoi, à un moment donné, je vais dire: «Mais tu sais, ça existe les courses de Formule 1, puis je sais pas, j'ai dû dire: «Bah tiens, on va regarder un résumé», parce qu'on n'a pas Canal+, hein, à son grand désespoir, on n'a pas Canal+ et donc je lui dis: «Bah, on regarde un résumé» et puis il a commencé à bien aimer, à regarder les résumés, tout ça et donc pour lui faire plaisir, donc je me suis dit: «Bah, tiens, pour Noël, je vais lui écrire, une histoire». En fait, parce qu'à ce moment-là, donc il était plus jeune et il disait: «Ah, j'aimerais bien devenir pilote de course et tout machin», et donc en fait, moi, j'ai la, particularité, donc des fois, je lis des histoires à mon fils, mais ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on fait donc ça s'appelle les histoires avec la bouche. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi qui a dit ce nom. Donc les histoires avec la bouche, c'est juste, bah, une fois en fait que mettons j'ai peut-être lu genre une petite histoire, après, donc j'éteins la lumière et je reste à côté de lui, voilà et je raconte une histoire, donc je parle quoi, d'une histoire Mmh avec la mh. bouche et OK. c'est un petit peu moins maintenant, mais avant c'était vraiment, tous les soirs. C'était des
des histoires c'était toujours lui, mise en scène. Surtout, il y avait lui et moi c'était mise en scène et tout, voilà. Et puis un soir, j'ai dû dire, «Ah oui, bah, tu veux être pilote automobile? Bah, tiens, je vais te raconter l'histoire d'Adrien», puisque c'est son prénom. «Je vais te raconter l'histoire d'Adrien qui va, à une école, de course automobile». Mais vraiment, comme ça quoi, en 5 minutes. Et puis je brosse, je sais pas, une mini intrigue genre: «Ah là là, il y va et tout et puis bon, il se fait des copains, puis il y en a qui sont pas ses copains, nin nin nin». Et puis il me dit: «Ah c'est trop bien, demain tu continues et tout». Donc je continue en développant un petit peu, sans du tout me douter, je précise, à ce moment-là, que l'école existe vraiment. Parce que une Ah! type d'école existe en France d'ailleurs, Cocorico. Enfin, il y en a d'autres, dans le monde, mais on en a une en France qui est très, célèbre. Donc à ce moment-là, j'invente, hein. Moi, je dis: «Voilà, oh là là, il faut que sa maman, elle l'aide à trouver, une place dans l'école, machin». Et puis il me dit plusieurs fois: ça me plaît, tu continues». Donc là, je me dis: «Bon, bah, pour lui faire plaisir, pour Noël, je vais, écrire l'histoire, quoi». Et OK. je me dis: «Il faut quand même un peu que je me renseigne parce que c'est pas juste le gars, il monte dans une voiture, il conduit, il passe la ligne d'arrivée. Il faut qu'il y ait un peu des péripéties dans l'histoire». Et en fait, la particularité de l'école, qui s'appelle la FFSA Academy, OK. c'est, de former à la fois des pilotes et des mécaniciens. Et elle a formé des pilotes, voilà, des pilotes qui sont actuellement en F1. Voilà, donc je me renseigne un peu sur cette école pour, on va dire, mettre du détail à mon histoire, quoi. Donc j'écris l'histoire, une histoire qui est aussi très, très liée à notre situation personnelle, voilà, avec, une maman qui est très présente, on va dire. Voilà, le fait, en fait, que l'école, elle a un coût financier et que, bah, du coup, il faut qu'elle trouve des financements. Mais au départ, c'est vraiment, c'est ça quoi, c'est lui qui devient, pilote quoi, grosso modo. Et donc je me souviens très bien, je l'imprime. Et en fait, ce que je fais, donc vraiment puisque c'était un cadeau de Noël, c'est que je demande à Gwen Kiraval, coucou, c'est l'illustrateur du livre. Je lui dis: «Bah écoute Gwen, je voudrais t'acheter, enfin te payer pour que tu fasses la couverture d'un livre qui ne». À ce moment-là, je lui dis: «Ça sortira pas quoi, c'est juste pour Adrien, je veux lui faire plaisir et tout, mais je voudrais qu'il y ait une belle couverture et tout, donc voilà, dis-moi, le prix et tout». Et donc je me paye, enfin, la couverture Oh. du livre quoi. Donc je lui envoie, je pense pas que je lui envoie, le texte à ce moment-là, faudrait que je lui demande, mais je lui envoie, en tout cas un brief où je dis de quoi ça va parler, tout ça. Et donc il fait la couverture. Je fais mon petit truc là, voilà, je fais un mini livre, on va dire, que j'offre à Noël à Adrien. Et puis voilà, il est content, machin, je suis contente. Et je me dis quand même, je vais l'envoyer à des maisons d'édition, mais là, je n'ai que des retours négatifs. Et en même temps, je comprends très bien, hein, c'est une niche, hein, je veux dire, le Mmh. monde de la course automobile. Maintenant, c'est un peu moins une niche parce qu'il y a, Oui, il y a eu bon, la série là. la série Drive to Survive. Après, il y a même la F1 Academy que Adrien adore beaucoup. Voilà, c'est des pilotes femmes. Voilà, il y a le film avec Brad Pitt. Voilà, si tu me demandes mon avis, je te le donnerai sur ce film. Mmh, OK. voilà. Et il y a quand même maintenant, voilà, l'année prochaine, il y a un gros partenariat entre la F1 et Disney. Enfin voilà, c'est plus trop une niche, mais au moment où j'envoie le manuscrit, on me dit: «Bah non» et tout. Et puis voilà, donc je dis, bah, dans ma tête, je me dis: «C'est pas grave, moi je reste sur mes romans historiques, c'est très bien, je suis très heureuse». Et en fait, je l'avais pas proposé à mon éditrice qui s'appelle Françoise, coucou Françoise, puisque pour elle, je faisais que des romans, historiques. Je me disais: «Bah non, en fait, il faut que je le propose à des maisons d'édition qui sont plus sur des romans, de fiction». Enfin voilà, parce que pour moi, je voyais pas comment, mon éditrice de romans historiques, elle allait pouvoir, être intéressée par, un roman qui se passe de nos jours dans le monde de la course automobile, voilà. Donc je lui avais pas proposé. Et un jour, on est sur un salon, je me souviens très bien, il me semble que c'est le salon de Versailles. Et avec Adrien, que j'emmène aussi parfois, sur les salons. Et elle vient pour me faire un coucou. Et Adrien, dans toute sa splendeur, lui dit: «Maman a écrit un livre, il est trop bien, il faut absolument que tu le lises». Et elle dit: «OK, d'accord». Elle m'envoie le manuscrit, et je vais le lire. Ce que j'ai fait. Et elle m'a appelée pour me dire, «Je le prends, Ah bah, tu c'est génial. je le Et finis». bah, Adrien, meilleur impresario, j'ai envie de dire. Ouais. Et maintenant il demande un pourcentage, mais je lui ai expliqué que malheureusement le roman jeunesse, ça ne rapportait pas beaucoup. Donc il a accepté, de ne pas toucher de pourcentage. C'est gentil Mais de soutenir la voilà. création. Je trouve ça incroyable, bah, le fait que tu écrives avec pour et en partie avec ton fils, c'est Oui. excellent. Oui, le livre, il est plutôt pour un public adolescent, je dirais Mmh quand mh. même vraiment, vraiment collège, hein.
Parce que en fait, donc à l'intérieur, il y a quand même des thèmes qui sont déjà très actuels et très entre guillemets forts, enfin auxquels moi je tenais. Donc en fait, il y a vraiment le fait que l'école en fait, elle a un coût et c'est normal, hein. Je veux dire, c'est normal parce que il y a des profs, il y a des super machines, il y a des et en fait donc dans mon histoire, la maman, c'est une maman célibataire et du coup, faut qu'elle trouve des financements. Et ça, en fait, c'est aussi important. En fait, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est que les sportifs, souvent, c'est une histoire de famille, en fait. Ouais, ouais. L'autre jour, là, je voyais un pilote là, français qui court actuellement, qui s'appelle Isaac Adjar, et qui disait que c'est un projet, en fait. C'est le projet Isaac Adjar qui a coûté voilà, ses parents, ils ont fait en sorte que les sponsors soient trouvés et tout ça. Et c'est pour moi, de ce que j'ai l'impression, c'est vraiment qu'un sportif aujourd'hui, s'il y arrive, c'est aussi qu'il est entouré, que sa famille mise sur lui. Mmh. Et je sais pas si les gens se rendent compte de se dire que, en fait, un sportif professionnel, il faut qu'il soit entouré, quoi, pour y arriver. Et pourquoi j'avais essayé d'accentuer là-dessus dans le roman, c'est que j'avais lu que donc un autre pilote français qui s'appelle Esteban Ocon, qui court aussi en F1 en ce moment, que ses parents, alors il faut à voir, mais visiblement ça a l'air d'être vrai, qu'ils ont genre hypothéqué la maison pour qu'il puisse Mmh. continuer. Donc il y a ça, c'est quand même le sujet financier, mais c'est aussi parce que donc dans cette école, le héros qui s'appelle Hugo, il va être confronté à du harcèlement. C'est quand même, un sujet, un peu fort, quoi. Et puis en plus, Hugo, il va, comme il a beaucoup, beaucoup de pression parce que du coup donc sa mère, elle, cherche des sponsors et pour qu'elle puisse trouver des sponsors, il faut qu'il performe. Mmh. Il va, aussi avoir des, troubles alimentaires et donc en fait, c'est quand même des sujets, je pense pas qu'un enfant de 7 ans, ce soit forcément pertinent de lui faire lire le livre. Ouais, c'est pour ça que je voulais préciser que c'est quand même, Pour les plus en ados. tout cas, le tome 1 pour moi, il est vraiment vraiment adolescent. Moi, je pourrais encore parler des heures avec toi, Oui, du c'est très processus frustrant, mais d'écriture. Enfin, je pourrais te raconter quand même quand je rencontre des enfants qui me disent: «Est-ce que tu es multimilliardaire?» ah oui, bien sûr. Pas du tout. Ah Enfin ouais. voilà, aussi, qu'est-ce qui se passe après quand tu échanges avec des gens qui ont lu tes romans? Ah ça, c'est oui. Mais bon, on pourrait faire plein Mais de podcasts, mais oui, on en refera. Écoute, on en refera et puis on se prendra un petit café et ah on ouais, aura avec plein de choses grand à se plaisir, raconter. avec grand plaisir parce que c'est super en fait et puis surtout qu'il faut continuer à écrire. Il faut Mmh. écrire, il faut, même si, on se dit: «Bah, ce projet-là finalement peut-être qu'il aboutira pas», c'est génial d'écrire en fait. C'est ça Mmh. que les gens qui écoutent le podcast, c'est génial d'écrire. Il faut écrire, c'est, Ça c'est me fait merveilleux. super plaisir d'échanger avec toi et c'est très ton enthousiasme est très communicatif. Moi, je suis dans un moment un peu, douloureux avec l'écriture en ce moment. C'est un peu la c'est je rame en ce moment et du coup, ça Mmh. me fait du bien de rencontrer ton énergie. Ça me rebooste et ça fait plaisir, donc merci pour ça. Ah bah, écoute, de rien, et si ça peut te rassurer, c'était pas forcément l'énergie que j'avais ces jours derniers donc Bon, bah, voilà, c'est que ça fait du bien de parler d'écriture. ouais, ouais, ouais et puis on les aime en fait nos personnages, Mmh. on aime écrire, enfin, Mmh. ça pour moi ça Mmh. m'apporte beaucoup, beaucoup de bonheur, des fois des un peu des petites angoisses, des choses comme ça, mais beaucoup de bonheur. Nos personnages, on les aime. Mmh. Mmh. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup Sabine et puis, à refaire. Ouais, avec grand, grand plaisir, vraiment. Merci en tout cas, pour ce moment, partagé. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 43 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette interview avec Sabine Stam vous a plu et que ça vous a donné des idées de livres à glisser sous le sapin pour les ados de votre entourage. Et vous, est-ce que vous avez découvert de chouettes autrices ou auteurs jeunesse récemment ? Racontez-moi ça sur Instagram, @lapagesensible tout attaché, ou bien tout simplement en commentaire sur le blog du podcast. Pour connaître les coulisses de la page sensible et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de ma charmante rencontre littéraire avec une grande exploratrice et écrivaine voyageuse, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'Alexandra David-Néel. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.